je vous propose de commencer cette conférence, donc, qui est l'avant-dernière conférence d'un cycle consacré aux femmes et à l'Art Nouveau, organisé par le réseau Art Nouveau Network. Et ce soir, nous allons évoquer Sarah Bernard, alors une actrice connue en France, mais également fameuse à l'étranger, qui a eu des liens forts avec le milieu artistique, culturel de son époque, qui a aussi eu des liens forts avec l'Art Nouveau. Il n'y a qu'à citer, entre autres, les affiches qu'elle a commandées et qui ont été réalisées pour ses pièces de théâtre par Alphonse Murat. Et également une figure qui a participé à l'iconographie de la femme à l'époque Art Nouveau. Mais ce soir, vous allez peut-être découvrir d'autres facettes de cette importante personnalité, en particulier son rôle d'artiste, puisqu'elle a réalisé des objets et d'autres, mais je laisserai les conférencières vous le présenter. Et Sarah Bernard va prochainement avoir une actualité puisque l'année prochaine, le musée du Petit Palais à Paris va lui consacrer une exposition au printemps 2023 à l'occasion du 100e anniversaire de son décès. Et ce soir, donc, c'est les deux commissaires de cette future exposition, Stéphanie Cantarutti et Cécilie Champy-Vignas, qui vont nous présenter Sarah Bernard. Donc, Stéphanie Cantarutti est conservateur en chef au Petit Palais, au musée du Petit Palais à Paris. Elle a en charge les collections de peinture 19e et elle a été commissaire de plusieurs expositions au Petit Palais, dont Modernité Belle Époque en 2016-2017 et l'exposition Ilia Répine, Peindre l'âme russe récemment en 2021-2022. Et donc, outre l'exposition Sarah Bernard, elle prépare actuellement une autre exposition sur un peintre femme, Eva González, qui fut la seule élève d'Édouard Manet. Cécilie Champy-Vignas a été également conservatrice au musée du Petit Palais à Paris en charge des sculptures. Elle est maintenant directrice du musée Zadkine. Elle a consacré plusieurs expositions à la sculpture et à l'art du 19e siècle, dont en particulier l'exposition Jules Dalou en 2013 au Petit Palais. Et récemment, l'exposition Meunier-Dalou-Rodin, les sculpteurs du travail en 2020, au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Voilà, je leur laisse la parole pour cette présentation de Sarah Bernard. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents et je remercie tout particulièrement donc, les organisatrices et Valérie Thomas pour cette présentation et surtout pour avoir accepté aussi de décaler d'une semaine notre conférence. Et donc, je souhaitais donc en introduction commencer par cette citation de Louis Aragon, que l'on connaît évidemment comme poète et écrivain du début du XXe siècle et que l'on connaît un petit peu moins comme préfacier et historien de l'art, mais il a écrit une préface justement à un ouvrage consacré à l'Art Nouveau en Europe, l'ouvrage de Roger-Henri Guérand. Et voici ce qu'il y écrit. « L'art, c'était pour cet enfant que j'étais un certain décor de la vie où triomphait la libellule, le marronnier, l'iris, le lys et l'orchidée. Il y avait sur les murs de Paris les affiches de Mucha pour Sarah Bernard et les nouvelles stations du métropolitain venaient à peine d'ouvrir leurs étranges floraisons jaunes et vertes avec leurs auvents de verre. » Alors évidemment, c'est assez amusant de voir juxtaposer Sarah Bernard, Mucha, les stations du métro de Guimard. Mais c'est vrai que, comme l'a rappelé Valérie Thomas à l'instant, on se rend compte que pour beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, on associe vraiment Sarah Bernard et l'Art Nouveau via Mucha. Et évidemment, c'est vrai que les affiches réalisées par Mucha font partie des œuvres les plus célèbres et sans doute, il faut l'avouer, des plus réussies dans la large iconographie consacrée à Sarah Bernard.
Et c'est vrai aussi qu'il y a un lien, il y a des liens entre Sarah Bernhardt et le courant de l'Art nouveau, et on peut considérer peut-être que c'est le courant artistique qu'elle a le mieux compris, qu'elle a le mieux représenté, puisque, et c'est là aussi un paradoxe, c'est que Sarah Bernhardt, au moment où triomphe l'Art nouveau en France, hein, dans les années 1890-1900, Sarah Bernhardt est déjà une actrice extrêmement célèbre, hein, c'est un monstre sacré, pour reprendre le terme inventé pour elle par Jean Cocteau, et c'est pas du tout une jeune femme, c'est quelqu'un, elle a entre 50 et 60 ans, donc c'est une actrice extrêmement reconnue, et pourtant elle va vraiment devenir une muse que tous les jeunes artistes qui se raccrochent à l'Art nouveau vont représenter et vont glorifier. Et c'est ce paradoxe que l'on souhaitait rappeler, hein, en introduction de cette conférence, et puis rappeler également qu'elle... effectivement, c'est vraiment une star à Paris, mais c'est surtout une star à l'international, hein, puisqu'elle alterne des créations de spectacles, on va y revenir, dans différents théâtres parisiens, et avec des tournées qui la rendent mondialement célèbre, hein. Dès qu'elle a besoin d'argent, en fait, Sarah Bernhardt part en tournée, et elle n'hésite pas à se rendre au bout du monde. Elle effectue notamment entre 1891 et 1893 une tournée mondiale qui va l'emmener jusqu'en Australie, en passant par les États-Unis et l'Amérique du Sud, pays avec lesquels elle entretient des liens tout particuliers. Alors, je rappelle aussi, mais très, très brièvement, donc les quelques dates pour caler les choses, si je puis dire, hein. Donc, je ne vais pas commenter en détail cette brève chronologie, mais pour rappeler quand même la date de naissance de Sarah Bernhardt, elle naît en 1844, donc elle est, comme je le disais, hein, au moment de l'Art nouveau, c'est pas du tout une jeune femme, c'est plutôt une femme mûre, mais il n'empêche, tous les artistes vont vanter, hein, sa beauté, son éternelle jeunesse. Et ce qu'il faut avoir s'il fallait retenir que quelques dates dans sa carrière, hein, c'est peut-être ses débuts, disons sa formation au conservatoire, et puis ses débuts, mais ratés, à la Comédie Française, dont elle se fait renvoyer en 1863. Un retour au théâtre, mais cette fois à l'Odéon, où elle va triompher dans 2 rôles, en 1869 dans Le Passant, qui est une pièce de François Coppée, et en 1872 surtout un second triomphe dans Ruy Blas de Victor Hugo, qui va vraiment la consacrer comme la grande artiste, la plus grande actrice de la scène française de cette époque-là. Et puis, donc, elle est réengagée à la Comédie Française, dont elle va démissionner avec fracas en 1880, parce qu'elle estime qu'on ne lui donne pas des rôles à la mesure de son talent. Et c'est donc dans les années 1880 que vont commencer à la fois ces grandes tournées, qui vont la rendre célèbre dans le monde entier, et puis ces grandes créations, ce que nous avons appelé dans l'exposition ces grands rôles. Alors, il y a beaucoup de ces rôles qui sont en fait des drames écrits pour elle par un dramaturge qui s'appelle Victorien Sardou, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Quand on le connaît encore, c'est parce que c'est les amateurs d'opéra, en fait, qui savent qu'il a écrit la Tosca, magnifiquement adaptée à l'opéra pour Puccini. Mais en fait, Sardou va vraiment être le dramaturge préféré de Sarah Bernhardt, avec Edmond Rostand. Et c'est lui qui va écrire des pièces comme Fedora, comme Théodora, comme la Tosca, comme Gismonda, qui vont être vraiment des spectacles d'art total, hein, parce on va y revenir, c'est des mises en scène tout à fait spectaculaires qui anticipent un peu les péplums du XXe siècle, et qui vont évidemment marquer les esprits et marquer notamment les artistes de l'Art nouveau. Et puis, on arrive évidemment dans ces années qui constituent en fait les années d'apothéose, hein, pour Sarah Bernhardt, la fin des années 1890 et les années 1900, avec notamment le grand succès, l'immense succès de L'Aiglon, qui est la pièce, là encore, écrite pour elle par Edmond Rostand, qui va être jouée dans son théâtre Sarah Bernhardt, puisque en 1899, Sarah Bernhardt prend la direction, hein, de ce théâtre, qu'elle passe un accord avec la ville de Paris, elle donne son nom à ce théâtre, et elle va vraiment avoir une œuvre
d'actrice, mais aussi de metteuse en scène. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que on souhaite souligner pendant cette conférence. C'est que, certes, Sarah Bernhardt, c'est une muse, c'est une inspiratrice pour de nombreux artistes. Et c'est, je dirais, l'aspect qu'on connaît le mieux quand on parle de Sarah Bernhardt et l'Art nouveau, parce qu'il y a une très riche iconographie. Mais c'est aussi une femme, Sarah Bernhardt, Rostand l'a surnommée la dame d'énergie. Donc, c'est quelqu'un de très actif. C'est pas quelqu'un de passif, c'est vraiment quelqu'un d'engagé. Et cet engagement, on le retrouve évidemment dans son rôle au théâtre, mais on le retrouve aussi dans sa relation avec les artistes, et notamment les artistes de l'Art nouveau. C'est quelqu'un qui va être une mécène. Et c'est vrai pour Mucha, mais c'est vrai aussi pour d'autres artistes, notamment comme Lalique. Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite évidemment mettre en valeur ce soir. Évidemment, je termine cette chronologie par la date de décès de Sarah Bernhardt, 1923, donc l'exposition du Petit Palais qui aura lieu donc, au printemps prochain, coïncidant heureusement avec le centenaire de sa disparition en mars 1923. Donc, je vais céder la parole à ma collègue, Stéphanie Cantarutti, qui va vous présenter en quelques mots cette exposition. Là encore, on souhaitait quand même évoquer cette exposition pour faire le lien avec la conférence et expliquer comment on va évoquer l'Art nouveau dans cette exposition qui est beaucoup plus large, qui concerne tout Sarah Bernhardt. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. D'accord, très bien, super. Oui, j'ai des petits soucis de connexion, ce qui explique que je pense que vous n'allez pas me voir à l'écran parce que je suis sur mon tout micro téléphone personnel. Par contre, j'arrive à voir heureusement le PowerPoint, donc tout va bien se passer. Simplement, voilà, ça serait un peu plus compliqué peut-être pour moi d'interagir juste avec ce biais-là. Donc, bonjour à tous. Alors, l'exposition Sarah Bernhardt, vous avez là la primeur de nos réflexions avec les images que vous avez sous les yeux pour l'affiche de l'exposition entre notre grand clairin qui est un petit peu la Joconde du Petit Palais, qui a été offert en 1923 au musée par le fils de Sarah Bernhardt, Maurice. Et puis un dessin que nous avons acquis plus récemment, qui est aussi un dessin de Clairin et qui représente Sarah Bernhardt dans la même pose. Et puis cette photo qui la représente, donc nous regardons, nous fixant, et qui est assez intrigante et qui nous permettrait justement d'essayer de relier cette figure que certains d'entre nous connaissent encore, mais que le jeune public connaît moins, vers une forme de modernité. Avec notamment ses incursions dans l'enregistrement de sa voix, ses incursions au cinéma, son côté évidemment femme battante et femme d'affaires qu'on veut aussi mettre en avant et qui parle, je pense, aujourd'hui aux jeunes générations. Donc, une exposition Sarah Bernhardt, toute la difficulté pour nous, évidemment, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, Cécilie l'a dit, c'était le foisonnement des thèmes, des sous-thèmes, des axes que nous pouvions évoquer, d'autant que faire une exposition sur un personnage et pas sur un artiste, un peintre ou un sculpteur, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a énormément d'autres personnages qui gravitent autour de lui et que les gens connaissent et qu'il nous faudrait aussi évoquer. Donc, Sarah Bernhardt et l'Art nouveau, c'est presque le sujet d'une exposition en soi, un livre à part entière. Et on a essayé on a essayé en tout cas d'en faire un chapitre à part entière dans l'exposition, mais assez vite, on s'est heurté à certaines difficultés, notamment sur la présentation des affiches de Mucha. Est-ce qu'il fallait les mettre toutes ensemble? Est-ce qu'il fallait les faire scander l'espace en fonction de la trajectoire et de la carrière au théâtre de Sarah Bernhardt? Comment convoquer aussi la littérature, Jean Lorrain, etc., dans ce foisonnement
de l'Art nouveau. Et puis, assez vite aussi, nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre d'objets dont il pouvait être question dans des ouvrages encore assez récents ou dans des expositions des années 70 ou 80 avaient disparu, n'étaient plus localisés. Et évidemment, faire une exposition sans objets de ce type-là, sans ces magnifiques objets que l'on connaît donc par la littérature, eh bien, c'était compliqué. Et le même problème s'est posé pour les bijoux de scène et les costumes, bijoux de scène dont certains ont été réalisés par la LIC, que nous avons eu beaucoup de mal à localiser, à distinguer parce que évidemment les costumes de scène notamment, pour beaucoup ont disparu, étaient extrêmement fragiles, très compliqués, voire impossibles à restaurer. Donc chemin faisant, nous avons perdu en route un certain nombre d'objets et nous avons essayé de garder donc ceux que nous avions localisés, ceux qu'on avait accepté de nous prêter, pour essayer de donner justement cette vision de la relation de Sarah Bernhardt avec l'Art nouveau, sachant qu'évidemment, elle-même ne vivait pas dans un intérieur entièrement Art nouveau, mais plutôt, vous le verrez tout à l'heure dans certaines images, dans une sorte de joyeux bric-à-brac. Et sa vente après décès en 1923 en fait tout à fait état. Voilà quelques planches de l'exposition. On essaye, comme le disait Cécile tout à l'heure, d'être aussi très large dans les différents axes de sa vie et de sa carrière. On évoque les tournées, on évoque son intérieur, on évoque ses grands rôles, son atelier. Voilà la grande galerie, la galerie des grands rôles, qui est ponctuée, comme vous le voyez, je pense, sur l'écran, par un certain nombre d'affiches de Mucha. Et ça faisait partie aussi de nos questionnements, savoir si on les regroupait toutes pour qu'elles fassent force ou est-ce qu'il fallait les distiller comme ça tout au long du parcours. Donc, je vous propose maintenant donc, de commencer avec une première partie où on voulait rappeler justement ces grands rôles un peu mythiques à l'époque, enfin, en tous les cas qui ont inspiré les artistes de l'Art nouveau et qui ont vraiment fait de Sarah Bernhardt le monstre sacré qu'elle est devenue dans ces années-là. Alors, évidemment, on pourrait y passer beaucoup de temps, je vais essayer quand même d'aller assez vite parce que le cœur de la conférence, c'est quand même l'action de Sarah Bernhardt, enfin, son lien avec les artistes. Mais je pensais que c'était quand même important de rappeler ces grands rôles parce qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu oubliés. Alors, le premier qui a vraiment frappé les esprits à l'époque, c'est ce rôle de Théodora, qui est en fait un drame de Victorien Sardou, qui se passe à l'époque de Byzance, puisque Théodora, c'est une impératrice byzantine, la femme de Justinien, qui est en fait une danseuse de cirque promue aux plus hautes gloires. Et c'est vraiment un spectacle donc, qui va être joué sur la scène du théâtre Saint-Martin. Et étonnamment, quand on a commencé nos recherches pour l'exposition, on s'est rendu compte que c'était vraiment le rôle pour lequel on retrouvait le plus d'objets, le plus d'œuvres. Nous, on cherchait plutôt des costumes, par exemple pour la Dame aux Camélias ou la Tosca. Et en fait, ces costumes-là, sans doute parce que Sarah Bernhardt a tellement joué ses rôles en tournée, donc ces costumes n'ont pas été conservés, alors que tous les costumes pour Théodora, enfin tous les costumes, certains costumes, comme cette très belle cape que vous voyez à l'écran, ont été conservés. Et pour ce rôle aussi, nous avons la chance d'avoir des photographies par Nadar, qui a photographié différents moments du drame et qui permettent évidemment d'avoir une idée de ce que pouvait être le jeu de Sarah Bernhardt. Et vous voyez en regard aussi une très belle sculpture, une Théodora de Jean Rivière, typique du goût de la polychromie, du goût pour la polychromie des sculpteurs de l'époque. Évidemment, une œuvre qui est, je dirais, aux frontières de l'Art nouveau. On est entre le réalisme historique et l'Art nouveau, avec cette évocation donc, de cette impératrice byzantine. Et puis il y a aussi le goût vraiment pour la vérité historique, le souci du détail
historique qui est caractéristique de la mise en scène. On sait que Sarah Bernard comme Victorien Sardou se sont vraiment documentés, avaient des ouvrages d'histoire de l'art, ils sont allés sur place à Ravenne pour voir les mosaïques. Enfin, il y a vraiment un travail de reconstitution historique pour cette mise en scène. Là, vous voyez donc une maquette pour le décor du 4e tableau de Théodora, et évidemment, ça donne une idée de la profusion du décor et de la splendeur, de la mise en scène. Il faut imaginer aussi que la musique pour ce spectacle a été composée par Jules Massenet. Donc il y avait un effet d'art total, et ça c'est quelque chose d'important aussi, et qui peut annoncer quelque part les recherches des artistes de l'Art Nouveau. Il y a vraiment, Sarah Bernard elle ne se considère pas seulement comme une actrice, mais vraiment comme une artiste au sens complet du terme. Et il y a tout un travail avec le dramaturge, justement, pour créer une ambiance spectaculaire, mais une ambiance aussi artistique, qui renvoie justement à ce concept d'art total, et qui est particulièrement marqué dans un spectacle comme Théodora. Là, vous voyez une autre maquette de décor. Et puis les photographies par Nadar, qui montrent différentes scènes du drame. Alors là où les choses se compliquent un petit peu, c'est que ce drame a été créé en 1884, mais il a été repris, il y a eu énormément de succès, il y a eu plus de 300 représentations, ce qui fait que c'est un spectacle qui va être rejoué en 1902 au Théâtre Sarah Bernard, dans une mise en scène et avec des costumes un petit peu différents, et avec des bijoux créés par Lalique. Mais Stéphanie y reviendra tout à l'heure. Et vous voyez cette couronne tout à fait spectaculaire qui a été retrouvée par nos collègues du Palais Galliera il y a quelques années, et qu'on met évidemment en relation avec une photographie de l'époque où on voit Sarah Bernard costumée en Théodora. Alors, autre spectacle que nous souhaitions évoquer, c'est celui de Jeanne d'Arc, un drame de Jules Barbier, évidemment, qui met en scène la célèbre héroïne associée, du Moyen-Âge, associée au patriotisme. On est vraiment dans une période où le patriotisme est un thème très fort, et Sarah Bernard, d'ailleurs, se considère comme une ambassadrice de la France à l'étranger. Elle est très patriote. Longtemps, elle va refuser d'aller jouer en Allemagne, et donc ce n'est pas un hasard si elle se plaît à jouer Jeanne d'Arc. Et là, vous voyez un élément donc, de costume qui est conservé, une tunique de Jeanne d'Arc, et puis surtout l'affiche réalisée pour ce spectacle par Eugène Grasset, qui est une des affiches aussi importantes. Et là, clairement, avec Grasset, on voit comment Sarah Bernard se rapproche de l'Art Nouveau et sollicite un des artistes les plus célèbres de ce courant, justement, pour faire la promotion de son spectacle. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a 2 versions de cette affiche. Là, vous voyez la version en fait, qui a été refusée par Sarah Bernard parce qu'elle considérait qu'elle n'était pas assez mise en valeur, et elle en a demandé une autre version où elle a des traits plus idéalisés, une chevelure moins bouclée, en fait, moins virevoltante. Nous souhaitions aussi évoquer donc, ce Gismonda qui a donné lieu à la très célèbre affiche de Mucha, et puis à d'autres tableaux, comme ce très beau tableau de Chartrand. Donc Gismonda, c'est à nouveau un drame écrit par Victorien Sardou, qui a été joué en 1894 au Théâtre de la Renaissance, et qui se passe cette fois-ci à la fin du Moyen-Âge, à Athènes. Donc on est toujours dans des périodes historiques et des lieux historiques un petit peu qui font rêver, et on est aussi toujours dans cette même esthétique du spectacle total, comme pour Théodora, avec des costumes tout à fait somptueux, très inspirés évidemment par le Moyen-Âge, par l'art byzantin. Et notamment ce costume du dernier acte de Gismonda, où Sarah Bernard en fait menait un cortège pour une procession le jour des rameaux. Elle tenait une grande palme d'olivier à la main, que Mucha comme Chartrand représente, et surtout elle avait une couronne d'orchidées qui a été largement représentée par les artistes.
là, quelques vues des décors de Gismonda, qui rappellent bien sûr ceux de Théodora, et puis des documents intéressants, parce qu'en fait, c'est un recueil de dessins de costumes. On trouve tous les costumes pour les différents acteurs de la pièce. Évidemment, c'est un document intéressant pour quand on essaye de reconstituer l'histoire du théâtre et l'histoire de Sarah Bernhardt dans ces années-là. Et ça permet aussi de prendre la mesure de la somptuosité de ces costumes. Tous les détails sont notés, les étoffes aussi, la préciosité des étoffes, les velours, les broderies. Voilà, ce sont des documents extrêmement, extrêmement précieux. Et puis après Gismonda, donc, vient la princesse Lointaine, représentée également au Théâtre de la Renaissance en 1895. Alors, la princesse Lointaine, c'est la première pièce de théâtre écrite pour Sarah par un jeune poète qui va devenir extrêmement célèbre, qui est Edmond Rostand, qui va devenir le poète chéri de Sarah Bernhardt. Et donc, c'est avec ce rôle de princesse Lointaine que Sarah Bernhardt va peut-être être la plus admirée, en tous les cas, par les artistes de l'Art Nouveau. Et ce qui va particulièrement marquer les esprits, c'est cette couronne, couronne de lys, qui avait été dessinée par Mucha et qu'il va reprendre pour cette affiche. Et là, vous voyez la fameuse couronne dans une photographie de l'époque. Et l'apothéose, c'est vraiment l'Aiglon, un spectacle qui a lieu en 1900, dont la première a lieu en mars 1900, donc un mois avant l'ouverture de l'exposition universelle. Et Sarah Bernhardt a vraiment triomphé dans ce rôle de travesti. Et évidemment, c'est le spectacle qu'elle monte dans son théâtre, qui prend le nom de Sarah Bernhardt. Et c'est un spectacle qui va vraiment marquer les esprits et qui va engendrer énormément de produits dérivés. Il y a des boutons, l'aiglon, des éventails, l'aiglon. Enfin voilà, il y a une profusion de produits publicitaires et de produits dérivés qui est tout à fait impressionnante et qui évidemment témoigne du succès de ces pièces de théâtre. Alors, je vais maintenant poursuivre donc, avec cette partie sur Sarah Bernhardt, muse et mécène de l'Art Nouveau. Alors évidemment, Sarah Bernhardt, muse 1900, c'est quelque chose qui est familier, qu'on connaît bien grâce aux affiches de Mucha, mais aussi grâce à des œuvres peut-être un peu moins connues, comme cette très belle sculpture en cire, due à un artiste, un sculpteur Ringeld Isaac, qui représente Sarah Bernhardt comme la muse de la musique. Et évidemment qui fait référence aussi aux affiches de Mucha, que j'ai déjà évoquées, les affiches pour la princesse Lointaine ou pour Gismonda. On reconnaît aussi Sarah Bernhardt dans ce très beau portrait dû à Jean-Léon Gérôme, qui est un peintre qui s'est tourné dans la seconde partie de sa carrière vers la sculpture et qui va faire le portrait de Sarah Bernhardt en utilisant la polychromie. Ça, c'est encore un trait caractéristique de la sculpture fin de siècle. Et là, évidemment, il y a un jeu sur les couleurs qui est tout à fait réussi. Jérôme fait référence à la célèbre chevelure rousse de Sarah Bernhardt, rousse et bouclée, qui est évidemment magnifiquement mise en valeur. Et puis, Sarah Bernhardt est là, cette fois, vêtue en costume, non pas en costume de scène, mais en costume contemporain, avec les cols montants qu'elle a affectionné tout particulièrement et qui lui permettait de cacher son cou qu'elle n'aimait pas. Et puis, on retrouve le visage de Sarah Bernhardt, mais le visage de Sarah Bernhardt qui sert cette fois de motif décoratif. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez amusant, c'est de voir comment cette figure d'actrice va être réutilisée par des artistes pour le décor. Vous voyez ce très beau plat Sarah Bernhardt réalisé par Lachenal,
qui se trouve au Petit Palais, et où on devine le visage de Sarah Bernhardt qui semble émerger à travers des branchages de fleurs. Il y a un très beau décor, évidemment, avec enfin, décor de faïence, mais avec de la dorure, qui met très bien en valeur toujours sa chevelure rousse, ses yeux bleus, autant de caractéristiques qui reviennent d'un portrait à l'autre. Ce goût pour les motifs floraux aussi, qui est évidemment tout à fait caractéristique de l'Art nouveau, mais qui correspond aussi au goût de Sarah Bernhardt pour les fleurs, notamment l'orchidée, les lys, qui étaient très présents dans les mises en scène de ces spectacles. Vous vous souvenez de la couronne de la princesse lointaine, par exemple. Et puis, Sarah Bernhardt était aussi associée par ses contemporains aux figures mythiques qui vont inspirer les artistes. Alors, peut-être plutôt les artistes du symbolisme, mais il y a un lien quand même qui est qui est facile à faire entre le symbolisme et l'art nouveau. Et c'est vrai que pour beaucoup de ses contemporains, Sarah Bernhardt, c'est aussi Salomé, Salammbô, la reine de Saba, c'est ce qu'écrit Jules Lemaître. Or, le ciel a doué Madame Sarah Bernhardt de dons singuliers. Il l'a faite étrange, d'une sveltesse et d'une souplesse surprenante, et il a répandu sur son maigre visage une grâce inquiétante de bohémienne, de gypsy, je ne sais quoi qui fait songer à Salomé, à Salammbô, à la reine de Saba. Et Jean Lorrain écrit également dans le journal L'Événement en 1887, il fait une longue description de Sarah où il compare ses yeux à des pierreries, et il écrit qu'elle est bien la fille de Gustave Moreau, la sœur des muses porteuses de chefs décapités, la sœur des Salomé sveltes et dansantes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un lien aussi qui peut être tissé entre l'esthétique des décors et des costumes tels que la revendiquait Sarah Bernhardt dans ses spectacles orientalistes, marqués par le goût de la reconstitution historique, et puis les tableaux de Gustave Moreau, auxquels fait allusion Jean Lorrain dans le texte que je viens de citer. Là, vous voyez une étude pour Salomé de Gustave Moreau, que l'on empruntera pour l'exposition, et puis une gravure qui représente le roi David, et que Jean Lorrain cite dans son texte, où il explique que Sarah Bernhardt, il fait la description de Sarah Bernhardt en train de contempler cette gravure du roi David, personnage auquel Sarah Bernhardt s'identifie. Et puis, la sveltesse de Sarah Bernhardt était mythique dès ses débuts dans les années 1870, mais à ses débuts, on s'est beaucoup moqué de Sarah Bernhardt justement parce que son physique ne correspondait pas au canon de beauté de l'époque. On préférait des femmes bien en chair, mais finalement, c'est un petit peu elle, selon certains, qui va faire évoluer la mode. Elle anticipe la mode 1900 en étant fière et en jouant de son corps justement svelte, souple, qui prend toujours des formes serpentines. Et c'est ce qu'écrit Reynaldo Hahn dans l'ouvrage qu'il a consacré à la grande Sarah. D'ailleurs, la spirale a toujours été la formule linéaire de Sarah. Dans tous ses gestes, on retrouve toujours un principe de spirale. Voilà qu'elle s'assied en spirale, sa robe tourne autour d'elle, l'embrasse d'un tendre mouvement de spirale, et la traîne achève sur le sol le dessin de spirale que la tête et le buste de Sarah achèvent par le haut dans un sens opposé. On peut mettre cette citation en regard de beaucoup de portraits de Sarah Bernhardt, mais là, j'ai choisi une photo par un photographe anglais qui a beaucoup photographié l'actrice, Donnay, qui a réalisé des très beaux portraits d'elle, et vous voyez très bien la courbe du corps de l'actrice. Et c'est amusant parce qu'on retrouve un petit peu cette courbe, vous voyez, dans l'affiche réalisée par Chéret, qui est une des publicités qui reprend l'image de Sarah Bernhardt, mais qui fait sans doute partie des publicités la plus réussies. Cette publicité pour de la poudre, pour du maquillage, il y a diaphane poudre de riz Sarah Bernhardt, et vous voyez que cette jeune femme qui rappelle, c'est Sarah Bernhardt, mais une Sarah Bernhardt quand même très stylisée, très idéalisée, mais on retrouve évidemment la chevelure rousse bouclée, le profil un petit peu aigu, même si on voit que Chéret a quand même
enfin, il a fait la synthèse entre le type de Sarah Bernhardt et son type à lui de femme, hein, qui était célèbre à l'époque et qu'on appelait les chérettes. Et puis j'en viens évidemment à Mucha, qui est l'artiste le plus célèbre, et aujourd'hui on ne sait pas, Sarah Bernhardt est peut-être plus célèbre que Mucha, mais je n'en suis pas sûre. Parfois, en parlant à des amis voilà, qui ne sont pas du tout historiens de l'art, quand je leur parle de Sarah Bernhardt, ils me disent « Ah oui, Mucha, Sarah Bernhardt ». Voilà, les deux noms sont encore très liés, et ça, on le doit évidemment au succès de ces affiches tout à fait magnifiques. Mais derrière les affiches, il y a vraiment une relation de complicité artistique entre deux artistes qui s'estiment, et surtout ce qu'on ignore souvent, c'est que Sarah Bernhardt est vraiment celle qui va lancer la carrière de Mucha. Elle s'est engagée pour faire connaître le jeune artiste, puisque Mucha est beaucoup plus jeune qu'elle, hein. Quand elle le rencontre en 1894, il a 34 ans alors qu'elle en a plus de 50. Et c'est vraiment grâce à cette affiche de Gismonda que Mucha va connaître la gloire à Paris. Là, je vous ai mis un petit extrait du journal La Plume en 1897, dans le numéro spécial qui est consacré à Alphonse Mucha. Et vous voyez ce qu'écrit le journaliste. « Il y a 3 ans, resplendit sur les murs de la capitale une affiche annonçant Gismonda Sarah Bernhardt au théâtre de la Renaissance. Vif émoi dans le monde des artistes et dans celui des collectionneurs, un talent nouveau s'annonçait à l'horizon. » Et ce n'est pas un hasard si, quelques années plus tard, Mucha se fait photographier dans son atelier parisien devant l'esquisse pour l'affiche de Gismonda, preuve qu'il accorde vraiment voilà, beaucoup d'importance à cette œuvre majeure dans sa carrière. Et Sarah Bernhardt aussi, je n'ai pas mis les photographies, mais a gardé des affiches dans le décor de son hôtel particulier, preuve aussi de l'importance qu'elle leur accordait. Alors, ces fameuses affiches, vous les connaissez sans doute, hein. C'est vrai que c'est vraiment l'affiche de Gismonda qui va sceller en fait l'amitié entre Mucha et Sarah Bernhardt, et qui va rendre Mucha célèbre. En fait, la petite histoire que Mucha a racontée dans un article en 1923. Donc la petite histoire veut que Mucha, qui était alors un jeune peintre peu connu, qui survivait grâce à des illustrations, il travaillait pour des imprimeurs, pour la presse, se trouvait chez l'imprimeur Le Mercier au moment où Sarah Bernhardt téléphone à l'imprimeur pour lui demander de toute urgence une affiche, parce que le drame qu'elle joue en ce moment au Théâtre de la Renaissance, donc Gismonda, n'a pas le succès escompté. Et du coup, elle veut absolument une affiche tout de suite pour relancer en fait les représentations. Et quand elle appelle, on est en décembre 1894, on est presque au moment de Noël, et du coup, les artistes avec lesquels l'imprimeur a l'habitude de travailler sont en vacances, et il ne lui reste sous la main que le jeune Mucha, à qui il confie la réalisation de cette affiche, mais avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'il n'est pas du tout sûr que le jeune artiste sera capable de relever le défi. Et en fait, quand il montre l'esquisse à Sarah Bernhardt, une esquisse qui est à demi achevée, hein, c'est pour ça qu'on voit, si on voit sur la photo, on voit que le bas, hein, la partie basse de l'affiche, de l'esquisse, n'est pas du tout terminée. Et malgré cela, Sarah Bernhardt va être éblouie et va lui dire dorénavant, vous travaillerez pour moi. Elle passe un contrat avec Mucha, qui devient, comme le disent les critiques à l'époque, son maître afficheur attitré, et qui va réaliser dans les années qui suivent, quasiment chaque année, une grande affiche pour la promotion des différents spectacles qu'elle joue au Théâtre de la Renaissance, puis au Théâtre Sarah Bernhardt. Donc vous voyez après Gismonda, Lorenzaccio, qui est le drame de Musset, qui n'avait jamais été joué, qui était réputé injouable, et qu'évidemment Sarah Bernhardt va avoir à cœur de mettre en scène. La Samaritaine, qui est une pièce inspirée par les évangiles, écrite par Edmond Rostand. La Dame aux camélias, alors que Sarah Bernhardt avait beaucoup joué, notamment aux États-Unis, mais dont elle va organiser une reprise en 1897.
Médée, qui est un drame écrit par Catulle Mendes, d'après évidemment les drames grecs, les dramaturges grecs. L'affiche est là, pour le coup, on sort il y a une rupture dans l'esthétique de Mucha, parce que ce qui va le rendre célèbre, enfin, ce qui va rendre célèbre les premières affiches, ce sont évidemment le format très allongé, qui met justement bien en valeur la silhouette longiligne de Sarah Bernhardt. Le goût pour le décor, la profusion des motifs décoratifs, toujours très en adéquation avec l'esthétique un peu historicisante des mises en scène de Sarah Bernhardt. Le fait évidemment que Sarah Bernhardt est représentée de façon, je dirais, à la fois réaliste, mais quand même aussi idéalisée. On la reconnaît, elle est suffisamment réaliste pour être reconnaissable, mais d'un autre côté, elle est suffisamment idéalisée pour qu'on puisse venir l'adorer. Elle est représentée un peu à la façon d'une Madone ou d'une idole. Sa tête est toujours nimbée dans une tombe d'eau ou une mandore. Alors, ça fait vraiment une référence religieuse derrière qui se cache et qui est voulue, qui est notée par les contemporains à l'époque. Et on peut dire que ça, c'est pour les premières affiches. Il y a quand même une rupture avec cette affiche de Médée qui est beaucoup plus violente et qui nous semble peut-être aujourd'hui un peu plus moderne. Vous voyez que Médée est représentée alors qu'elle vient de tuer ses enfants. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est ce bracelet, le célèbre bracelet serpent, qui va être réalisé par le joaillier Georges Fouquet. Et puis vient ensuite donc une affiche pour Hamlet et une affiche pour la Tosca, qui est plus petite en format que les précédentes, qui font presque 2 mètres de haut. Celle-ci ne fait qu'1 mètre de haut. Alors Mucha, en dehors de ses affiches pour la promotion des spectacles de Sarah Bernhardt, Mucha va réaliser d'autres affiches, notamment celle-ci qui est inspirée de La Princesse Lointaine et qui va peut-être être l'une de ses représentations de Sarah Bernhardt les plus célèbres, qui va être déclinée sur de multiples supports. Et vous voyez là notamment une applique pour La Princesse Lointaine, évidemment inspirée du dessin de Mucha et réalisée par Adolphe Truffi. Et puis le célèbre bracelet serpent, le dessin va tellement plaire à Sarah Bernhardt qu'elle va en commander la réalisation au joaillier Georges Fouquet. Et évidemment, ça va donner lieu à ce magnifique bijou en or, émeraude, opale, rubis et diamant, que nous aurions bien voulu montrer à l'exposition, mais qui est conservé dans un musée au Japon. Donc le prêt était trop coûteux et trop compliqué à obtenir. Il faudra se contenter de l'évocation. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi à retenir, c'est que Mucha dessine des affiches, mais ce n'est pas simplement un affichiste, c'est vraiment un directeur artistique pour Sarah Bernhardt. À la fin des années 1890, il conçoit, comme vous l'avez vu, des dessins pour des bijoux, des dessins pour des costumes, il conçoit les mises en scène. C'est vrai que tout cet aspect de la création de Mucha est encore aujourd'hui un petit peu méconnu. Là, vous voyez un projet un projet de Mucha pour les costumes de Médée. On voit comment l'artiste réfléchit aux détails des bijoux, de la coiffure, les détails du costume. Et c'est vrai que tout cet aspect des directeurs artistiques est beaucoup moins connu que les affiches, qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg, en fait. Mucha donne des dessins vraiment pour des documents extrêmement divers. Alors, il y a des affiches publicitaires. Il y a cette affiche pour les biscuits Lu, par exemple, en 1904, où on retrouve Sarah Bernhardt en Princesse Lointaine. On reconnaît la couronne, la célèbre couronne de fleurs de lys. Alors, vous voyez, c'est assez amusant comment l'écriture de Sarah Bernhardt est utilisée, elle est reproduite, on reproduit sa signature sur l'affiche. Ça, c'est très particulier aussi à l'actrice, qui n'hésite pas à prêter son nom à des marques, qui est toujours dans cette volonté de se faire connaître du plus grand nombre. Et puis, Mucha va aussi réaliser des dessins pour des programmes. Là, vous voyez un projet de programme pour La Dame aux Camélias, et même des choses beaucoup plus inattendues. Vous voyez cette invitation
illustration pour un arbre de Noël chez Sarah Bernard, qui est reproduit dans la plume. Donc, il faut imaginer voilà, que Mucha donne les dessins pour des invitations, pour des menus, enfin tous les événements organisés par Sarah Bernard, et on sait qu'elle en organisait énormément. Elle avait évidemment une vie sociale et mondaine très, très remplie. Et peut-être pour terminer, c'est vraiment voilà, une relation qui évolue dans les années 1900. Il y a peut-être un moment où l'esthétique de Mucha va commencer. Il y a quand même un côté assez répétitif dans ces affiches, qui sont évidemment très belles, mais finalement, la recette va commencer à s'épuiser peut-être vers 1900. En tous les cas, aussi bien Mucha que Sarah ont envie de passer à autre chose, à une autre esthétique, mais il n'empêche que perdure l'amitié entre les deux artistes. Hein, et vous voyez ce qu'écrit Mucha. Travailler pour Sarah Bernard était une grande joie pour moi. Hein. Cela m'a valu son amitié, m'a fourni beaucoup d'occasions d'apprécier sa belle âme. Toujours, elle allait à la rencontre de mes inspirations avec une compréhension et une camaraderie de pur artiste. Donc c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une relation d'artiste à artiste. Et Sarah Bernard n'a pas hésité vraiment à promouvoir le talent de Mucha. Vous voyez que c'est elle, par exemple, qui va préfacer le catalogue d'une exposition qui est organisée dans une galerie parisienne en 1897. Et bon, on voit, ce n'est pas un texte transcendant, on voit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour l'écrire, mais en tous les cas, c'est ce qu'elle lui dit, hein, exposez vos œuvres, elles parleront pour vous. Je connais mon cher public parisien, la délicatesse de votre dessin, l'originalité de vos compositions, l'admirable coloris de vos affiches et de vos tableaux, tout cela va le charmer. Et après votre exposition, je vous prédis la célébrité. Évidemment, on peut dire que Sarah Bernard, sur ce point, ne s'était pas trompée. Alors, il y a un autre artiste peut-être un petit peu moins connu que Mucha, mais quand même encore très connu aujourd'hui, qui est Lalique, et avec lequel Sarah Bernard entretient des liens tout à fait privilégiés. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie pour nous présenter ces liens. Alors, Lalique a été évidemment très favorisée également par Sarah Bernard, et la renommée de l'actrice a bien sûr rejailli sur lui. J'ai choisi un petit extrait de L'Art dans tout, daté de 1901, où Maurice Guillemot dit ceci: « Les bijoux se transforment aussi. Il n'y a là aucune intervention d'un ordre mécanique ou industriel, mais simplement l'apparition soudaine, imprévue, d'un extraordinaire joaillier. Madame Sarah Bernard, dont l'influence essentiellement artiste rayonne au-delà des portants de son théâtre, fut sa marraine. Les écrivains s'enthousiasmèrent, le nom de Lalique devint tout à coup célèbre. » Donc c'est dire à quel point, à partir du moment où Sarah Bernard va s'en ficher ou choisir de favoriser un artiste, eh bien, sa renommée à elle va rejaillir sur lui, et les commandes vont affluer, et notamment, c'est le cas pour Lalique. Lalique qu'elle rencontre via Robert de Montesquieu, ça sera également le cas pour Gallet, et qui va réaliser pour elle à la fois des parures, des bijoux pour la scène, et puis également qui va beaucoup intervenir au moment de la journée hommage que les amis de Sarah Bernard vont organiser en 1896. Donc sur la diapositive suivante, alors je ne vais pas revenir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais vous avez donc ce rôle de Théodora, le dessin que vous voyez, cette double figure est dû à Grasset, hein, c'était juste un petit clin d'œil comme on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, on a évidemment sur la diapositive suivante les costumes qui ont été réalisés pour Théodora, et puis eh bien, on était un petit peu, à la fois on avait trouvé beaucoup de choses pour Théodora, mais pour tout ce qui était parure et notamment de Lalique, eh bien, on est resté un petit peu sur notre faim, puisque vous avez à l'écran simplement des éléments graphiques qui rappellent le travail de Lalique pour Théodora au moment de
notamment de la reprise, avec ce programme du théâtre Sarah Bernard que vous voyez à droite, dont le dessin est signé Lalique, et puis un certain nombre de dessins aussi de l'artiste, comme celui qui est immédiatement à gauche, que nous aurions bien aimé faire voisiner avec cette couronne qui appartient au musée Galliera, mais malheureusement, ces dessins qui avaient été proposés au public dans les années 80-90 ont disparu et malheureusement, il ne nous a pas été possible de pouvoir les associer avec les objets eux-mêmes, alors que, comme vous le voyez à l'écran, il y avait un article tout à fait important de Geoffroy dans Art et Décoration en 1905 qui revenait justement sur ce travail de Lalique pour Sarah Bernard. Alors, on s'est un petit peu consolé avec le rôle qui va suivre, qui est celui d'Iséil, où là, on a la chance d'avoir une broche. Je ne sais pas si on peut avoir la diapositive suivante où on voit, voilà, merci Cécilie, on voit cette broche qui a été conservée dans un musée de théâtre à Londres, le musée du Garrick Club. C'est la broche la plus grosse qui se trouve donc en haut de l'image. Celle du bas est une autre broche pour le même rôle. Mais vous voyez que sur les photographies où on voit Sarah Bernard qui porte cette énorme broche sur la poitrine, c'est sans doute davantage une grosse fleur comme celle qui est conservée à Londres qui était présentée sur son costume. Donc, un élément fort de ce costume, dont il ne reste que le demi-boléro que vous avez à l'écran et qui sont des choses un petit peu maigres, à part la photographie, évidemment, pour présenter ce travail important de Lalique pour les parures de scène. La diapositive suivante vous montre bien sûr les photographies de la princesse lointaine. Alors, ce bijou a été largement reproduit, vous le voyez, avec toutes ces cartes postales qui font parfois un effet un petit peu kitsch, mais qui ne sont qu'une toute petite partie de ces éléments qui étaient largement diffusés, y compris, vous l'avez en bas de l'écran, dans l'album Félix Potin, qui présentait toutes les célébrités de l'époque. Là, vous avez un certain nombre d'acteurs, d'artistes dramatiques et lyriques de l'époque qui sont réunis dans cet album à collectionner. La photographie originale était une photographie de Reutlinger et c'est une couronne qui aujourd'hui est en collection particulière, mais qui a suffisamment fait parler d'elle et était extrêmement connue à l'époque pour qu'elle ait un certain nombre de suivantes. Et donc, dans la diapositive suivante, vous allez voir le fameux serre-tête qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Musée de l'Opéra à Paris et qui n'est pas en fait bien sûr le serre-tête original à la coiffe de Sarah Bernard, mais qui a été reprise plus tard en 1911 par un décorateur de l'opéra qui en a fait une couronne portée par une cantatrice, Rose Féard, dans Lohengrin à l'opéra, et puis ensuite qui a été portée par une autre chanteuse dans le rôle de Mélisande pour la princesse lointaine, toujours d'après Rostand. Donc, c'est dire aussi à quel point cet élément-là de costume et de parure a été extrêmement célèbre, extrêmement connu, et que même pour des opéras qui n'ont finalement rien à voir avec l'opéra, la pièce initiale d'Edmond Rostand, eh bien, on utilise ce motif avec ces énormes fleurs autour du visage de la star. Alors, ensuite, le rôle évidemment de Lalique a été très important au moment de ce qu'on a appelé la journée Sarah Bernard, qui a eu lieu le 9 décembre 1896, qui était un événement organisé par les amis de Sarah Bernard pour célébrer ses 30 ans de carrière, et aussi parce que dans cette course un petit peu à la célébrité et à la renommée, il y avait un certain nombre d'autres actrices
qui étaient un petit peu les rivales de Sarah Bernhardt, et notamment, par exemple, l'actrice Julia Bartet, qui va obtenir la Légion d'honneur avant Sarah Bernhardt. Et donc, les amis de l'actrice jugeaient que c'était vraiment un fait tout à fait injuste. Et un certain nombre d'entre eux, dont Edmond Rostand, que vous voyez ici en train de porter un toast, Sarah Bernhardt est assise à côté de lui au moment de cette fameuse journée, eh bien, tous ces artistes se sont réunis pour lui offrir une journée en son honneur. Alors, la journée avait lieu au Grand Hôtel, et donc les commentateurs de l'époque décrivent Sarah Bernhardt descendant l'escalier, toujours avec ce mouvement de spirale, et puis ses admirateurs ébahis autour d'elle, qui vont lui écrire des musiques spécialement pour l'occasion, des poèmes. Un certain nombre d'artistes aussi vont lui faire des dessins. On aura à l'exposition ce très beau menu de la journée Sarah Bernhardt, qui est illustré avec des photographies d'œuvres de Mucha, encore lui. Et puis, si jamais on passe à la diapositive suivante, on voit aussi que Lalique a réalisé pour cette journée-là ce buste qui la représente avec sa chevelure un peu bouclée, et puis ses ornements au niveau de la tête, et également cette très très belle broche avec les masques de théâtre, une broche qui ensuite a vécu une vie autre et qui a été offerte dans les années 1960 par André Malraux aux comédiens de la Comédie Française, et qui aujourd'hui appartient aux collections de la Comédie Française. Et avec, si on peut voir la diapositive suivante, avec évidemment cette journée hommage, eh bien, Lalique avait été chargée de réaliser un certain nombre de petites médailles dont il y a un exemplaire unique en ivoire qui se trouve au musée d'Orsay, que vous voyez à gauche. On reconnaît bien Sarah Bernhardt encore avec sa chevelure un petit peu folle, et puis ses mèches. C'est vraiment un portrait extrêmement délicat. Et ensuite, pour les invités, eh bien, au-delà de ce modèle unique, chaque invité repartait avec son petit album souvenir de la journée, et puis une petite médaille en argent ou alors en laiton qui avait été frappée pour l'occasion. Et ce profil de Sarah Bernhardt est sans doute inspiré de ce portrait que Spindler avait fait et qui est aujourd'hui conservé à Nice au musée Chéret. Et puis, autre élément intéressant aussi qu'on peut citer quand on parle du lien entre Lalique et puis Sarah Bernhardt, c'est ce pendentif qui représente un aigle, que Sarah Bernhardt avait acheté à l'exposition universelle de 1900 et qu'elle avait tenu à offrir à l'épouse d'Edmond Rostand, qui lui avait donc écrit l'Aiglon. Vous retrouvez sur le programme du théâtre aussi ce fameux profil qu'on vient de voir à l'instant. Et elle l'avait donc offert à Rosemonde Gérard, que vous voyez sur la photographie de groupe, qui était également, en plus d'être évidemment l'épouse de Rostand, une poétesse de cette époque. Un des regrets, si on peut l'évoquer, de l'exposition, c'était également de ne pas avoir réussi à retrouver un certain nombre d'objets personnels réalisés par Lalique pour Sarah Bernhardt. Je vous ai mis juste pour la beauté de ce peigne, une œuvre que nous avons au Petit Palais, mais évidemment, quand on a fait nos recherches pour l'exposition, eh bien, on a exhumé beaucoup de documents ou de photographies. Vous avez aussi ici ces deux peignes qui sont dits appartenir à la collection à Sarah Bernhardt elle-même, et que nous aurions beaucoup aimé retrouver, mais évidemment, c'était un petit peu trop compliqué dans les temps impartis. Donc voilà, si jamais certains d'entre vous connaissent ces peignes, on est évidemment preneuse de l'information. Et puis pour le clin d'œil, la diapositive suivante qui vous montre que Sarah Bernhardt est aussi dans l'ADN de la maison Lalique, encore tout à fait présente, puisque vous avez une capture d'écran d'une collection de 2015 que Lalique avait faite, qui était une sorte d'hommage aussi à Sarah Bernhardt. Alors, je vais essayer de passer un peu plus vite parce qu'il nous reste encore des choses à voir ensemble, mais bien sûr, on peut évoquer Sarah Bernhardt et Émile Gallé,
qui se sont aussi rencontrés via Robert de Montesquieu. Alors, dans l'exposition, on va essayer d'évoquer aussi ce lien avec Montesquieu, avec le goût commun de Sarah Bernhardt et de Montesquieu pour l'étrange. Vous avez en haut l'ouvrage des chauves-souris de Montesquieu. Sarah Bernhardt aimait beaucoup se faire photographier avec un chapeau en forme de chauve-souris. Et puis en bas, vous avez les deux acolytes habillés avec le même costume de Zanetto posant ensemble. Et donc le lien entre Gallet et Sarah Bernhardt, c'est Montesquieu. La journée hommage aussi qui permet de rassembler autour de Sarah Bernhardt un grand nombre d'artistes. Et puis, eh bien, nous aurons la chance de pouvoir présenter un prêt donc, du musée de l'école de Nancy. Donc, merci beaucoup. Ce vase d'Émile Gallet qui a été donc, dédicacé à Sarah Bernhardt. Et puis, malheureusement, pour des raisons de complexité de près aussi, cet autre vase dont on sait qu'il était chez elle, un exemplaire était chez elle, Petit sourire et grande larme, d'après un poème de Maeterlinck. Malheureusement, on l'avait bien envisagé un temps, mais ce sera plus compliqué de l'obtenir, donc je vous le montre seulement ici. En faisant nos recherches, on a vu aussi qu'il y avait un autre vase dont on n'a pas retrouvé forcément d'image, mais qui représenterait un paysage gris sur un fond gris. Et c'est Philippe Julian qui le cite et qui dit qu'il serait gravé de la lumière avec le nom du rôle d'Hamlet sur le vase. Donc, ça ferait ainsi au moins trois vases de Gallet dont Sarah Bernhardt aurait eu la possession. Et puis dans les diapositives suivantes, vous allez voir aussi que au moment de la vente après décès de Sarah Bernhardt, il y avait un grand nombre d'objets qui avaient été proposés à l'encan, et notamment des bijoux de théâtre, mais également, c'est indiqué dès le début du catalogue, une collection de verres de Gallet. Et si on passe encore la diapositive suivante, il y a une description de plusieurs vases, et notamment, on en reparlera tout à l'heure, un vase avec des motifs de coquillages et d'algues qui participent d'un certain état d'esprit dont on parlera aussi tout à l'heure. Et puis pour aller très vite, simplement quelques images de l'intérieur de Sarah Bernhardt. Je vous disais tout à l'heure qu'elle vivait dans une sorte de bric-à-brac très hétéroclite qui évidemment évoluait en fonction de ses déménagements, mais toujours avec un très grand foisonnement d'objets et d'étoffes que l'on voit sur les photographies qui ont été prises, qui sont autant de reportages et de fenêtres ouvertes sur la vie et l'intimité de Sarah Bernhardt. Et puis, juste pour terminer sur ce côté des maisons et des intérieurs, juste un petit clin d'œil avec ce magnifique tigre de Tchernouski que vous voyez aussi dans une gravure qui représente l'intérieur de Sarah Bernhardt. C'est un tigre qui est extrêmement grand, donc c'est assez drôle de le voir perché comme ça sur le manteau de la cheminée, parce qu'en fait, il est vraiment monumental. Et on sait que Sarah Bernhardt se fournissait pour ses objets japonais chez Bing aussi, qui évidemment a des liens, comme vous savez, très forts avec l'Art Nouveau. Voilà. Alors, peut-être pour la dernière partie de cette conférence, on va essayer d'accélérer un tout petit peu, parce que je vois que le temps passe, mais on voulait plutôt mettre en valeur le rôle de créatrice de l'Art Nouveau de Sarah Bernhardt, puisque Sarah Bernhardt, c'est aussi une artiste et une sculptrice, et ça, c'est quelque chose que le grand public connaît moins. Mais c'est vrai que dès les années 1870, Sarah Bernhardt s'est amusée à faire de la sculpture, mais très vite, ça a été plus qu'un amusement, puisqu'elle a présenté des œuvres au salon, et elle a aussi vendu des œuvres et organisé des expositions de ses œuvres. Très clairement, ça contribuait de sa réputation d'excentrique, et ça contribuait aussi à lui faire gagner de l'argent, c'est ce qu'elle écrit dans ses mémoires.
très, très prosaïquement. Là, je vous montre très rapidement ce beau portrait d'elle par Bastien Lepage, où on la voit en train de tenir une sculpture. Elle se fait vraiment représenter en amateur d'art. Des images de ces sculptures, notamment ce grand groupe Après la tempête, qu'elle a montré au Salon de 1876 et qui lui a valu une médaille. Et puis beaucoup de sculptures inspirées aussi par le thème de la mort, un côté très macabre de Sarah Bernhardt, qui, comme vous le savez sans doute, avait un cercueil dans sa chambre à coucher. Et donc là, vous la voyez en tenue de sculpteur. Elle s'était fait réaliser exprès pour elle une tenue, évidemment une tenue d'homme, ce pantalon, cette blouse et ce pantalon blanc qui la font ressembler un petit peu à un Pierrot avec des chaussures 18e, donc une tenue spécialement faite pour la sculpture. Alors, au départ, Sarah Bernhardt fait surtout des portraits, hormis ce grand groupe Après la tempête. Son œuvre dans les années 1870-1880, c'est surtout des portraits. Mais ce qu'il faut noter, c'est que vraiment dans les années 1880, à la fin des années 1880, il y a un net infléchissement de son style et elle va vraiment se rapprocher de l'Art nouveau à ce moment-là, avec des œuvres plus décoratives. Là, vous voyez ce portrait funéraire de Jacques Damala. Jacques Damala, ça a été le mari de Sarah Bernhardt, parce que Sarah Bernhardt, qui a une vie amoureuse extrêmement riche, a fini par se marier avec ce personnage, donc qui était un artiste, un acteur raté, très beau, mais également morphinomane, qui va la rendre très malheureuse. Donc ils se marient en 1882, ils vont se séparer très vite, et lui va mourir en 1889 à l'âge de 34 ans. Et Sarah Bernhardt, qui, malgré la séparation, restait attachée à lui, va faire ce très beau portrait funéraire, cette tête coupée qui les rappelle aussi l'esthétique un peu décadente qu'on a évoquée tout à l'heure. Et vous le voyez dans l'image, elle l'a gardé chez elle, c'est un souvenir qu'elle gardait dans son intérieur, dans son hôtel particulier. Et là, déjà, on voit dans cette œuvre cet infléchissement vers l'Art nouveau avec le côté décoratif, les motifs floraux. Vous voyez un autre portrait qui, lui, date de 1900, donc on est vraiment dans les années du Art nouveau, et où là, clairement, il y a cette étrange association entre un buste extrêmement réaliste de Sardou et puis une base un peu démesurée avec ce plastron tout à fait spectaculaire formé d'un parchemin et d'une plume, plastron où sont inscrits tous les grands succès de Sardou. Alors en majuscule, c'est les pièces où Sarah Bernhardt a joué, et en minuscule, ce sont les pièces où Réjeanne, la rivale de Sarah Bernhardt, a joué. Et vous reconnaissez évidemment Fédora, Tosca, Théodora, tous ces grands rôles que j'ai déjà évoqués. Et vous notez également l'aspect très Art nouveau de ce portrait, de ce buste, qui a été sauvé, qui se trouvait dans le théâtre Sarah Bernhardt, et qui a été sauvé au moment des travaux dans les années 1870 par la directrice du Petit Palais de l'époque, et ce qui lui vaut de faire actuellement partie de la collection du musée. Alors évidemment, les créations les plus spectaculaires et qui se rapprochent le plus de l'Art nouveau, ce sont les sculptures en forme d'algues que Sarah Bernhardt va faire dans les années 1900 et qu'elle fait l'été. Ce sont ses passe-temps d'été. L'été, quand elle est dans sa propriété de Belle-Île. Là, je te repasse la parole, Stéphanie, peut-être si tu veux dire un mot de Clérin et Sarah Bernhardt, Belle-Île. Oui, lorsque Sarah Bernhardt va acheter sa propriété à Belle-Île, c'est à la fois pour se retirer avec ses amis et ses proches dans un endroit qui est hors de Paris, dans lequel elle peut être entourée de ce qu'elle aime. Ça va aussi devenir très vite une sorte de vitrine aussi de sa personnalité, de sa vie, de sa carrière, puisqu'elle va faire intervenir un certain nombre de photographes qui vont venir
immortalisée. Vous avez ici ce très, très joli autochrome qui la représente en famille avec son fils et puis ses petites filles sur les rochers à Belle-Île. Vous voyez la carte postale aussi qui montre que la maison de Sarah Bernard et le château de Sarah Bernard étaient clairement identifiés évidemment par la presse et par les admirateurs comme étant évidemment son lieu de vie, un lieu très singulier et très important. Clairin l'a représenté aussi dans son jardin. Et dans la diapositive suivante, vous voyez aussi des albums photographiques de Belle-Île-en-Mer qui présentent les petits fortins qu'elle avait fait construire aussi pour accueillir tous ses amis et tous ses invités qui venaient là passer du temps avec elle, avec cette photo de Sarah Bernard et Clairin dans la grotte de l'Apothicaire à Belle-Île. Et évidemment, il y a un certain nombre une grande iconographie qui a été réalisée autour de Sarah Bernard, que ce soit donc ses amis comme Louise Abéma, qui le représente à sa table dans sa salle à manger de Belle-Île. Cette image aussi d'elle avec Reynaldo Hahn au piano, qui va être utilisée pour la couverture de Musica, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout un lieu secret, c'est vraiment un lieu qui est connu du public. Les photographies sont assez amusantes, on les voit jouer au tennis, par exemple, ou se retrouver dans ce salon de Sarah Bernard. Philippe Julien dit de manière assez drôle qu'il y avait une frise d'algues et de goélands qui couraient tout autour du salon. Et donc, on est vraiment dans cet esprit de mélange entre le végétal, l'animal, qui est très, très très lié à l'art nouveau. Et comme je vous disais que c'est vraiment un lieu qui était connu du public, il y a même un documentaire Sarah Bernard à Belle-Île, Sarah Bernard at Home, qui a été réalisé en 1912 par Louis Mercanton, qui a été beaucoup montré aux États-Unis parce qu'on était aussi très avide de connaître la vie intime de Sarah Bernard. Et là, vous avez juste quelques petites captures d'écran où vous voyez que les invités arrivent en barque, ensuite ils s'acheminent vers le château, ils s'amusent, donc ils jouent au tennis, ils prennent des collations voilà, tous ensemble, ou alors ils vont pêcher la crevette. Et c'est toujours Sarah Bernard qui est sur tous les plans en majesté, et c'est vraiment elle, la dame de l'île. Et donc Clairin, on le voit dans la diapositive suivante, a beaucoup représenté, c'est beaucoup inspiré aussi de ce thème de la mer et de ce thème des algues, comme Sarah Bernard, vous allez le voir après, pour réaliser un certain nombre de dessins ou de peintures sur ce thème-là, qui de fait était un thème évidemment, vous le savez, qui est très très commun à un grand nombre d'artistes. Et il y a assez peu de temps, le musée Malraux du Havre avait notamment proposé une exposition donc, sur ce thème né de l'écume et des rêves, où on voyait tout ce développement des sciences, des instituts océanographiques, etc. C'est le cas par exemple aussi à Monaco, où le prince régnant voilà, va lancer cet océanographe et ses découvertes et ses expéditions maritimes. Donc, les œuvres de Gallet résonnent évidemment très bien avec celles de Clairin. Et dans la diapositive suivante, vous allez voir aussi une étude pour un tableau qui aujourd'hui n'est pas localisé, mais qui s'appelle La Grande Vague, qu'on aurait beaucoup aussi aimé avoir pour l'exposition, mais ça n'est pas, voilà, on n'a pas réussi à le localiser, mais qui a été exposé au salon de 1898 par Clairin, et qui résonne évidemment très très bien avec les algues que Cécilie va vous montrer maintenant. Alors, ces algues, effectivement, font partie de la production sculptée. Ça représente peut-être l'aspect le plus original de cette production de sculpteurs, puisque, comme je vous l'ai dit au début, il y a toute la partie des bustes, certains sont très réussis, mais sont peut-être un peu plus conventionnels, attendus. Et de l'autre côté, il y a cet ensemble d'algues réalisé pendant l'été à Belle-Île. C'est vraiment un amusement pour Sarah Bernard. C'est un journaliste qui écrit que ce sont les passe-temps d'été de Sarah Bernard. Donc, vous voyez, elle est toujours... elle ne sait pas rester inactive. Donc, même en vacances, il faut qu'il se trouve des occupations. Et parmi ces occupations, vous avez donc la sculpture et la réalisation d'étranges objets. Donc, elle ramasse en fait
dans les articles ou les témoignages qu'on a pu recueillir, sont des objets qui au départ se servent de la technique du moulage sur nature. Hein. Elle ramasse sur la plage des algues ou elle pêche des poissons, et quand elle trouve que les algues ou les poissons sont beaux, elle a fait appel à un mouleur qui vient mouler, hein, pour obtenir un plâtre de l'animal ou de la plante, de l'algue, et à partir de ce plâtre, elle va pouvoir fondre des bronzes et leur donner donc différentes formes et surtout différentes fonctions, hein, puisque ces bronzes ne sont pas seulement des sculptures, ce sont aussi des objets utilitaires, des objets décoratifs et utilitaires. Vous avez des jardinières, vous avez des presse-papiers, des dagues. Évidemment, c'est une production tout à fait étonnante, hein, qui devait être très spectaculaire, et que Sarah Bernard a montré au public, à l'exposition universelle de 1900, il y avait une vitrine consacrée uniquement aux algues de Sarah Bernard. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de ces objets, de ces bronzes ont disparu ou ne sont pas localisés. Là, vous voyez donc une photographie, hein, tirée d'un article de l'époque. Vous voyez notamment cette spectaculaire fontaine, hein, faite avec un poisson pêché à Belle-Île, nous disent les journalistes. Vous voyez un presse-papier, vous voyez une dague. Alors, parmi tous ces objets, vous voyez d'autres photos. Je reviendrai sur l'article après si j'ai le temps. Et c'est vrai qu'il y a assez peu, finalement, il y a assez peu de bronzes qui sont aujourd'hui localisés. Vous avez cette très belle dague qui a été achetée par le Petit Palais il y a quelques années. En regard, une autre algue qui appartient à une collection particulière qui sera également montrée à l'exposition. Vous avez une autre dague qui se trouve à Couilly-Pont-aux-Dames, donc je n'ai pas mis l'image, mais qui sera présentée à l'exposition du Petit Palais. Et puis, chez un collectionneur privé, nous avons eu la chance de retrouver 2 autres bronzes en forme d'algues. Mais par contre, évidemment, là encore, on aimerait beaucoup retrouver ce genre de choses, ces fontaines assez spectaculaires. Mais pour l'instant, elles ne sont toujours pas localisées. Et pour l'anecdote, peut-être, on peut lire, hein, ces quelques extraits d'un article de 1901 qui évoque cette production. Et surtout, ce qui est intéressant, il y a le lien avec l'orfèvre Lalique qui est fait, puisque le journaliste écrit que ces productions, donc montrées à l'exposition universelle de 1900, enthousiasmèrent au plus haut point l'orfèvre Lalique. Et vous voyez aussi ce qu'il écrit. Hein. C'est là un des passe-temps favoris de Madame Sarah Bernard quand elle se trouve en villégiature. Non contente d'interpréter la nature par des copies plus ou moins exactes, l'illustre tragédienne a trouvé le moyen de l'immobiliser en se servant du plâtre et du bronze. Il s'agit, comme on le devine, du moulage. Alors, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Alors, on voulait conclure donc cette présentation, hein, sur les liens de Sarah Bernard et l'Art Nouveau par une évocation de son autre grande œuvre qui va être le théâtre Sarah Bernard, où elle va faire jouer beaucoup de ses pièces, mais où aussi elle va concevoir tout le décor, hein, un petit peu à la façon des créateurs architectes de l'Art Nouveau. Donc là, je te laisse la parole, Stéphanie. Oui, donc vous avez une diapositive qui vous montre cette image ancienne de la façade du théâtre. Je vais passer assez vite. On peut peut-être regarder juste les autres. On la voit dans sa loge avec la loge encore existante au théâtre. Des photographies d'époque où on voit comment a été agencée la loge, bien sûr. L'intérieur du théâtre qui aujourd'hui a disparu, puisque Cécilie l'a dit, à la fin des années 60, eh bien, la ville de Paris souhaite proposer un nouveau type de théâtre, un nouveau type de divertissement plus populaire, et donc toute la belle salle à l'italienne que vous avez sous les yeux, les petits poutis, etc., musiciens vont disparaître au profit d'une salle très différente et beaucoup plus sobre.
Alors, Sarah Bernhardt avait quand même des grandes ambitions pour son théâtre. Elle va le diriger de 1899 à 1923, au moment de sa mort, et elle souhaite un théâtre tout à fait singulier. Elle ne souhaite pas de couleur rouge, comme il est habituel de le voir dans le théâtre. Elle veut qu'il soit tout en jaune, jaune bouton d'or. Elle fait refaire l'éclairage, et donc les commentateurs de l'époque disent que la salle était comme saupoudrée d'une poussière d'or, en louant évidemment cet éclairage qui donne meilleure mine aux spectatrices et qui leur permet aussi, voilà, d'apparaître sous leur meilleur jour. Elle va également faire en sorte que le prix des places soit accessible au plus grand nombre. Donc, elle a vraiment des ambitions très, très fortes pour ce nouveau lieu, qu'elle va effectivement beaucoup contribuer à faire qu'il soit l'un des lieux les plus importants, évidemment, de la capitale à l'époque pour le théâtre. Et son grand œuvre, c'est l'énergie qu'elle met à réaliser un foyer qui accueille donc le public et qui soit entièrement à sa gloire, puisqu'elle va demander à plusieurs de ses amis, notamment à Clérin, à Abéma, à Louis Bénard, Mucha, qu'on retrouve également, de réaliser de grands panneaux que l'on voit sur la diapositive. On voit qu'on est en 1941, donc le décor est encore en place. Il va ensuite être remplacé par un autre. Et on voit donc ces grands panneaux qui reprennent les grands rôles de Sarah Bernhardt. Donc elle se fait représenter dans ses plus grands rôles. La Théodora, Gismonda, la Samaritaine, etc. La princesse lointaine, bien sûr. Et ce sont des grands panneaux qui sont autant d'hommages à sa gloire. Alors, ce sont des panneaux qui, malheureusement, ont disparu aujourd'hui. Ils étaient bien connus à l'époque. Vous avez cette diapositive où vous voyez les dessins d'un certain nombre de ces panneaux qui... Voilà, avec Clérin, Théodora, la princesse lointaine de Mucha, évidemment les contributions de Louise Abéma. C'est compliqué de savoir quels étaient exactement l'ensemble des panneaux. On en a annoncé 10 dans la presse. Et puis, malheureusement, on ne possède pas assez de photographies d'époque qui nous permettraient d'avoir une vision vraiment globale et intégrale de la pièce. Mais en tout cas, c'est une contribution vraiment notable à l'art de la grande décoration que ce théâtre et que ce décor qui aujourd'hui a disparu. Vous voyez Louise Abéma qui est en train de réaliser Sarah Bernhardt dans Les Bouffons, et puis un certain nombre d'autres représentations. À noter que Sarah Bernhardt est aux commandes de son théâtre pendant presque un quart de siècle, et donc il n'est pas étonnant de voir aussi que eh bien, toute cette période de l'Art nouveau va commencer à disparaître progressivement de ces centres d'intérêt, et notamment, vous voyez ici, j'ai mis en relation une affiche de la Tosca qu'on a vue tout à l'heure, et puis une affiche beaucoup plus sobre et beaucoup plus épurée, évidemment, pour une pièce de 1905 qui s'appelle Angelo. Et vous voyez aussi dans la diapositive suivante que pour une même pièce qui s'appelle La Sorcière, elle avait demandé à Mucha de lui proposer une affiche, et c'est finalement Louise Abéma qui va remporter ce pari et qui va en faire quelque chose qui n'a plus vraiment à voir avec l'exubérance d'un Mucha. Et puis pour vraiment terminer, une diapositive qui évoque ces décors à art déco qui sont ceux de la fin de la vie de Sarah Bernhardt, puisqu'elle joue dans des pièces tout à fait différentes, avec des nouveaux auteurs, notamment le mari de sa petite fille, Louis Verneuil, qui va écrire des pièces avec des sujets beaucoup plus contemporains. Elle-même est autrice de pièces de théâtre. Elle s'apprête à jouer aussi des pièces de Sacha Guitry, et puis finalement, elle va mourir avant. Mais en tout cas, je pense que vous voyez bien qu'on est passé à une esthétique qui n'a plus rien à voir. Le temps a passé, et c'est ce qui est vraiment très intéressant aussi avec cette femme et cette artiste, c'est qu'elle a réussi à traverser les époques, depuis le Second Empire où elle commence à travailler et à être une actrice de théâtre, jusque dans les années 20, où évidemment on est passé à une esthétique tout à fait différente. Donc je crois qu'on a sans doute un peu trop parlé et trop débordé, mais on avait envie de vous donner voilà, cet aperçu de l'exposition aussi, puisque vous retrouverez bon nombre des œuvres que nous vous avons montrées dans l'exposition.
Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, nous sommes disponibles, et je vous invite aussi à nous faire signe si vous souhaitez, le moment venu, venir visiter l'exposition, peut-être en groupe ou de manière plus individuelle, mais on sera ravis de vous accueillir au musée du Petit Palais.